Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité. Donc on va parler d'Alex Pereira. On va dire que ça va être l'information principale. Vous allez voir qu'il n'a pas dit son dernier mot et il revient énervé. Donc on pensait tous qu'il était fin de carrière, etc. On ne l'entendait plus, machin, machin. Mais non les amis, pas du tout. Donc on va parler de ça. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé en fait, pourquoi on l'entendait plus, etc. On va parler de Cyril Gane, les amis. Il a fait une interview, il revient sur plein de points de sa vie, sur des points de sa carrière en tant que combattant, combien il touche. Il explique qu'il aimerait devenir l'homme le plus fort au monde. Vous allez voir aussi qu'à un moment donné, il parle du fait que s'il avait le choix d'avoir un autre métier et de gagner autant d'argent, il arrêterait sa carrière de combattant professionnel. Donc on voit que on comprend, du moins moi c'est ce que je comprends, c'est que il fait pas ça par amour du sport comme certains peuvent le faire. Lui il fait ça un petit peu pour l'argent. Vous voyez, John Jones, Dustin Poirier, il y a plein de combattants, Islam Makhachev, il y a des combattants comme ça. Bien évidemment, ils combattent pour l'argent, mais pas que. Ils combattent parce qu'ils aiment ça. On voit un Dustin Poirier, il a plus besoin de combattre, ni un Islam Makhachev, ni un John Jones, etc. Et ils veulent continuer, ils continuent. Pas pour l'argent, c'est parce qu'ils kiffent ça, c'est des vrais guerriers. Et on voit que Cyril Gane, c'est un petit peu différent. Donc, on va voir, il revient sur plusieurs points très intéressants. Bref, on commence tout de suite, les amis, par une vidéo qui est sortie il y a 2 jours, je crois. Donc, certains ont dû la voir. C'est sur Nassourdine Imavov. Donc, regardez comment il est vif. On le sait qu'il est vif, mais moi, ça me traumatise, surtout son bras arrière. Il est tellement explosif, tellement rapide. Il a un bras arrière, oh là là. Regardez son bras arrière. On continue avec Nassourdine Imavov, les amis. Bon, il semblerait qu'il veuille combattre à l'UFC Paris, sauf s'il doit remplacer Khamzat Chimaev ou Dricus du Plessis. En cas de forfait de l'un des deux, s'il y en a un qui est blessé, etc. Donc il a dit quoi? Je ne ferai pas une préparation dans le vide. Si personne n'est forfait, on convoquera quelqu'un pour Paris. C'est le deal avec l'UFC. Donc on voit, il est déter à combattre, hein, que ce soit pour le titre ou pas. On voit que le mec, il est présent, quoi. Il chipote pas. On continue, les amis, avec O'Malley. Attendez, je vais vous dézoomer ça un petit peu. Hop. O'Malley qui a dit quelque chose, je suis absolument pas d'accord avec lui. Je sais même pas comment il peut dire ça en fait. Il a dit il met Islam Makhachev et Ilia Topuria à égalité dans le classement pound for pound. Il dit Islam Makhachev et Ilia Topuria sont à égalité pour la place de numéro 1, toutes catégories confondues au monde. Mais en fait, de dire ce genre de choses, c'est totalement de la folie. Comment vous pouvez comparer la carrière et les accomplissements d'Islam Makhachev avec ceux de Topuria? C'est pas comparable. C'est pas comparable. Pour tous ceux qui me disent, ouais, mais il a mis KO Max Holloway, c'est la première fois, machin. Eh les gars, arrêtez de parler de Max Holloway comme si c'était un Max Holloway il y a 10 ans. Max Holloway, il est en fin de carrière aussi, il est vieux aussi, les gars. Ça fait 15 ans qu'il combat, le mec. Pour remettre les choses dans leur contexte aussi. Certes, il a mis KO Max Holloway, mais c'est pas Max Holloway Prime. Vous voyez? Faut arrêter de... Bref, pour moi, ça n'a pas de sens. Topuria, j'ai jamais dit qu'il était pas fort. Vous le savez très très bien, c'est un très très bon combattant et si demain il doit affronter Islam Makhachev, il peut très bien remporter ce combat-là. Bien évidemment, ça reste un danger pour Islam Makhachev. Pour toute la catégorie, de toute façon, il est champion, il n'est pas champion pour rien, hein, il est très très fort. Mais après, il faut arrêter aussi de vouloir mettre les charrues avant les bœufs. Islam Makhachev, en termes de parcours sportif, ça n'a rien à voir avec Ilia Topuria. Ilia Topuria, il a défendu qu'une fois sa ceinture, il a changé de catégorie. Il reste Movzar et il reste je sais plus qui dans la... Il y a des prétendants chez les 70 kilos. 66 kilos, il veut pas les affronter, il les esquive. Islam Makhachev, lui, il a lavé tout le monde chez les 70 kilos. Tout le monde. Bref, on va pas revenir sur ça, mais bon, je comprends absolument pas ce que O'Malley, pourquoi il dit ça en fait. Pour moi, ça n'a pas de sens, vraiment. Maintenant, les amis, on continue avec Thomas Spinal. Bon, Thomas Spinal réagit à l'annonce de l'UFC Paris. Il a mis des flammes. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il a... Il a répondu... Pas il a répondu, il a réagi plutôt à l'annonce de l'UFC Paris. Donc, certains me disent, ouais, c'est pas possible que Thomas Spinal combatte à l'UFC Paris, etc. Eh, les gars, Thomas Spinal, il en a rien à faire. Ça fait tellement longtemps qu'il ne combat pas qu'il pourrait... Tu le ramènes dans un petit village, je sais pas dans quel pays, dans un petit pays au monde, ça m'étonnerait pas qu'il accepte.
Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, les gars, ça faut le comprendre. Donc si on dit, l'UFC, ils disent à Thomas Spinal, tu combats l'UFC Paris, contre Cyril Gane, par exemple, il va dire oui direct. Il va dire oui direct. Je suppose, je pense. Voilà, après, peut-être que je peux me tromper, mais voilà, c'est ce que je pense. Maintenant, les amis, on va parler de John Jones et d'Anderson Silva. Il semblerait qu'ils aient fait un sparring un jour. Je vais tous vous expliquer, je vais tout vous lire. Chael Sonnen a dit, s'il existe une vidéo, elle n'a jamais fait surface. Les seules personnes qui étaient là sont Dana White, Lorenzo Fertitta, Anderson et Jones. Personne n'a jamais parlé de ça, mais j'ai demandé à Anderson, en privé, je lui ai dit, mec, tu dois me dire ce qui s'est passé ce jour-là. Il m'en a dévoilé un petit peu, et il m'a fait promettre de garder le silence. Chose qu'il n'a pas fait, vu qu'il en parle. Chael Sonnen, il est chelou, lui. Il a également dit qu'un jour, il révélera ce qu'il s'est vraiment passé. Poursuit en disant, il m'a dit que John Jones était un monstre. Il l'a complimenté. Il se dit que Anderson a été meilleur que lui et peut-être que John Jones s'est un peu laissé faire. Peut-être que Jones l'a respecté à cause de l'âge. Donc il semblerait que c'est Anderson Silva qui dit ça en fait. En gros, il a dit qu'il avait le dessus sur John Jones, si je comprends bien. Parce que Chael Sonnen, il pose la question à Anderson Silva et Anderson Silva lui dit ça. Donc Anderson Silva a expliqué en gros qu'il avait le dessus. Et s'il a dit un jour, je vous révélerai tout ce qui s'est passé, ça se trouve un jour il va dire ouais je l'ai déroulé, machin, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant les amis, on revient avec Alex Pereira. Bon, ça fait plusieurs mois qu'on n'entend plus parler de lui les amis. Quand Kalev lui demande à chaque fois un rematch, etc., Alex Pereira a refusé. Et il donne pas suite en plus de ça, il répond pas, etc. Mais là, Alex Pereira vient de sortir du silence et il parle de ses blessures et de son absence. Donc il a dit, j'ai pris ce temps de repos pour me reposer, car j'ai travaillé dur en 2024. C'est vrai. Faut dire ce qu'il y en a, il a beaucoup combattu. Dès que Dana White avait besoin de lui, Alex Pereira disait ouais, etc. Il répondait présent, c'est vrai. Il dit, je pense que mon corps était fatigué. J'ai eu quelques blessures, alors j'ai décidé d'y aller doucement et de me concentrer davantage sur la récupération et maintenant je reviens. Écoutez, hein. Il poursuit on va dire en avertissant Ankalaev, très clairement. C'est un avertissement, c'est voilà. Donc il dit, on parlera très bientôt de mon prochain combat, je n'ai encore pas de date. Je reviens déterminé pour récupérer ma ceinture. Donc là, très clairement, les amis, il envoie un message à Ankalaev. Il n'est pas là pour faire de la récupération, il veut redevenir champion. Donc est-ce qu'il nous fait un petit peu une Conor là? Parce que Conor McGregor, il a fait un petit peu le même délire en fait. Ouais, je vais venir, machin. Il est jamais revenu. Donc là, peut-être qu'Alex Pereira fait le même délire. Parce que là, c'est que de la parlotte. Voilà, c'est que de la parlotte. Donc il y a deux possibilités de toute façon. Soit il est vraiment déterminé à récupérer sa ceinture et il est vraiment déterminé à recombattre, etc. Soit c'est du cinéma. Il nous fait une Conor McGregor, quoi. Donc on verra bien dans les semaines, voire les mois qui arrivent, s'il recombat, contre qui il recombat, etc., etc. En tout cas, s'il revient dans le circuit, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que bon, même si je le trouve surcoté, il reste quand même très divertissant et c'est un vrai danger dans la catégorie. Parce que voilà, il frappe très fort, etc. Il peut très bien redevenir champion demain. Donc là, je sais qu'il y en a parmi vous qui... S'il revient, vous allez être content. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui soutiennent Alex Pereira. Maintenant, les amis, on va parler de Cyril Gane. Rapidement, au bout de 6 mois, on va te proposer de faire un premier combat, c'est un box taille au départ. 5 mois même, premier combat. Et tout de suite, des combats avec des gars plus expérimentés. Et ça a été ça à chaque fois, quoi. C'était vraiment... mon début de carrière, ça a été vraiment challenge sur challenge. Mais vraiment, je le faisais avec plaisir. Et à chaque fois, je surprenais les gens parce que je gagnais mes combats. Comment les gens te voient dans le milieu? Alors, je parle pas des gens sur Internet, machin, c'est des gens du milieu. Comment ils te voient quand tu arrives comme ça? Ben, ils te voient d'abord... déjà, on me voyait de deux manières différentes. Il y avait vraiment ceux qui avaient l'enthousiasme de me voir et d'avoir un nouveau genre, tu vois, d'un gars poids lourd mais qui bouge énormément. Et puis qui en 3 ans gagnent des mecs qui ont des expériences, tu vois, les mecs qui montent dans le ring depuis l'âge de 10 ans, quoi. Et je gagne des gars comme ça après 3 ans seulement, etc. Donc, mais à chaque fois aussi, il y avait l'autre vision des gens, et ça m'a toujours suivi. Des gens qui disaient, ouais, ça va pas durer, tu vois. Bien, ça passe, mais à un moment donné, ça va casser, mais au final, ça continuait. J'ai fait pareil dans le MMA, ça a continué. Voilà. C'est à 28 ans que tu as commencé le MMA? C'est à 28 ans que je commence le MMA, ouais. Donc c'est donc 25 que je commence le pied-point et 28 ans. Je sais pas si vous imaginez, les gars. Après, la catégorie poids lourd, ça reste quand même une catégorie à part dans les sports de combat, parce qu'il y a très peu de poids lourds dans le monde. Donc quand t'as un poids lourd qui a un petit niveau, c'est plus facile d'atteindre l'UFC,
et de gravir en échelon en fait. Après, Cyril Gane est quand même très très fort. Il est très technique, etc. Il a commencé les sports de combat à 25 piges. Je sais pas si vous imaginez. Je sais pas si vous imaginez. Il a un niveau incroyable, le mec. Là, il a 35 ans. Ça fait 10 ans qu'il fait des sports de combat. Ça fait 10 ans qu'il fait des sports de combat, je répète. Et il a été champion intérimaire de l'UFC. Le mec, c'est un surdoué dans les sports de combat. Il a commencé une carrière en boxe thaï et par la suite MMA. Donc ceux qui le critiquent, non les gars, faut doser. Quand je commence le MMA. 2018 du coup. 2018 exactement, je suis les années. Et premier combat MMA, donc c'est au Canada. Donc c'est une ligue de le TKO. TKO, ça s'appelle. Face à Bobby Sullivan en août, combat Bobby pour la Blow. ceinture. 2019, UFC, la ligue la plus prestigieuse au monde, hein, si vous ne connaissez pas du tout le MMA, te contacte pour te recruter à l'époque. C'est comme si c'est la Ligue des champions de... Ouais. Alors moi, je me rends pas bien compte, parce que je viens d'arriver. Parce que je connaissais pas. J'ai toujours été un mec un peu concentré sur ce qu'il faisait. À l'époque, je faisais de la boxe thaï. Ouais, tellement qu'il connaissait pas le MMA, il a signé à l'UFC, il s'est pas rendu compte qu'il était à l'UFC parce qu'il connaissait pas. Pour vous dire en fait que le mec... Wesh, le mec il est... C'est un truc de fou en fait. Le MMA, c'était pas encore démocratisé en France, pas du tout même. Donc c'était vraiment niché. Et donc... Vous savez, son histoire, je pense qu'on pourrait en faire un film. Hein. Jusqu'à 25 piges, il faisait du basket, il tombe dans la boxe thaï, tac, au bout de 3 ans, il fait du MMA, au bout d'1 an de MMA, il va à l'UFC, les gars, il devient champion intérimaire, machin. Ouais, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous imaginez, si vous en rendez compte. On peut faire un film, je pense, sur sa live. Je rencontre Fernand Lopez et la salle MMA Factory, parce qu'en fait, je m'entraînais dans le 92 et j'habitais à Nogent. Donc je fermais le magasin, à Rony-sous-Bois, une demi-heure après, je devais être à Puteaux, puis c'était comme ça tous les jours. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, il va falloir que je trouve un... Et mon magasin ferme aussi. Le magasin dans lequel je travaillais ferme la 3e année. Enfin, je fais 2 ans en travaillant à faire mon sport, et la 3e année, licenciement économique, et c'est là où vraiment Tu faisais quoi comme métier là? Je vendais du meuble. Des meubles, ok. Ouais, je vendais du meuble haut de gamme à Rony-sous-Bois. Très bien, très bien. Le fameux centre commercial. Donc le truc ferme, donc tu sais que tu as peur d'argent? Et donc je sais que, non, justement, j'ai un licenciement économique, donc ça me met à l'aise. Pour 2 ans? J'ai une petite rentrée d'argent, mais ça me suffisait, même une année, moi je savais où est-ce que je voulais aller, et je me suis dit, je vais me lancer à 100%. Je me lançais à 100% et on va voir jusqu'où ça va me mener. J'avais jamais joué cette carte-là au foot ni au basket, je me suis dit, je vais la tenter, vraiment, pour de vrai. Et donc ouais, cette 3e année, elle est magnifique en pied-point, et ça me fait vraiment prendre un nom un peu en France, tu vois, on sait maintenant qui est Cyril Gane en France dans le pied-point. Donc c'est quand même assez niché, hein, mais on sait qui est Cyril Gane dans le pied-point. Et en fait, j'en ai marre de tous les jours, et c'est dur. Et je me dis, je vais trouver une salle projet chez moi, et par le biais d'amis, etc., je croise la route de Fernand Lopez, MMA Factory. Mais c'est une salle de MMA, mais moi j'apporte mon pied-point. Et puis quand le pied-point est fini, normalement je suis censé partir. Sauf qu'il me dit, bah écoute, maintenant que t'es là, reste, fais un peu de sol, de MMA. Et au bout de 2 entraînements, il me dit, écoute, je pense que tu peux faire du MMA. Il m'a sorti des grandes phrases. Je pense que dans 2 ans, tu peux aller à l'UFC. Et en fait, 1 an après, j'étais à l'UFC. C'est incroyable. C'est-à-dire que lui-même, il m'a sorti des grandes phrases, en mode, c'est ce que c'est l'UFC, genre en mode, tu vois, c'est ascenseur social de ouf. Il m'a dit, je pense que dans 2 ans, je te mets à l'UFC. Mais genre, C'était un peu le... c'est déjà, même dire ça, il y a beaucoup de gens, ils leur disent, calme-toi, Fernand, tu vois, genre, 1 an après, on était à l'UFC, tu vois. Putain, c'est incroyable. Et 1 an et 2 ans après mon entrée, on a la ceinture. Putain, c'est fou. Genre, C'est pas une dinguerie, les gars. C'est pas une dinguerie. 2 ans après son entrée à l'UFC, il a la ceinture intérimaire, etc. Intérimaire, c'est-à-dire ceinture intérimaire, c'est lorsque le champion n'est pas éligible au combat. Et donc, on crée une 2e ceinture provisoire, en quelque sorte. Et ensuite, il y a une unification des ceintures. C'est ce qui s'est passé avec le combat avec Francis Ngannou. J'avais la ceinture intérimaire. C'était le champion. Et donc, il y a eu cette unification. Mais ouais, tout a été très vite. Tout a été très vite. Financièrement, tu es plus en galère. À partir du moment où tu rentres à l'UFC, tu peux manger à ta faim, tu peux payer ton loyer, ou tu es toujours obligé d'aller à la CAF à côté, le temps de gagner un peu d'argent. Comment ça se passe, tu vois? Non, très vite, tu fais la bascule. De toute façon, très vite, tu n'as plus le droit, hein, c'est automatisé. Hein. À ce moment où on voit que tu gagnes de l'argent. Tu gagnes de l'argent. Bon. Alors moi, au début, j'étais vraiment pas pressé parce qu'il y a une phase d'adaptation. Quand tu gagnes de l'argent, il y a une phase où tu te dis, bon, en fait, ouais, je peux le dépenser. Et puis tu commences à un certain moment à faire tes calculs. Et quand tu as une année qui est passée derrière toi, tu fais les calculs de ce que tu as touché, tu divises par 12, tu te dis, ah, mais en fait, je touche ça par mois, en gros. Ouais, c'est ça. Tu dis, ok, donc en fait, je peux... Bon, ma première année à l'UFC 2018 jusqu'à 2019, j'habite dans un 55 mètres carrés, j'ai qu'une chambre que je partage avec ma première fille, avec ma femme et ma première fille. C'est une dinguerie, wesh. J'ai jamais été pressé, on n'était pas pressé. Et, là, tu gardes ton argent, là, tu le dépenses pas? Je le dépense, je sais pas quoi faire avec. De toute manière, à la banque, on sait pas ce qu'est le MMA, on me prête pas d'argent, donc je peux rien faire. Je peux rien faire. J'ai une situation précaire. Ah oui, même. Oui. Ça représente quoi ce que tu gagnes sur 1 an? C'est public ou pas?
La première année? Ouais. La première année, c'est un truc du genre, c'est simple, le calcul. Première année, je fais mon premier combat à l'UFC en août. Je fais 3 combats jusqu'au mois de décembre. Et je dois gagner du 10 plus 10, donc 20, après du 12 plus 12, après du 14 plus 14. Tu vois? Donc ça fait déjà une belle somme. Ça va, ouais, il est bien. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, mais à la banque, on me demande d'où vient cet argent. Veuillez le vérifier, le justifier. Et c'était comme ça pendant pas mal de temps. En mode, mais réveillez-vous, quoi. Mais c'est vrai, parce que du coup, tu étais frustré carrément. C'est vexant. C'est vexant. C'est plus vexant. Tu vois, c'est là où tu te dis, putain, mon orgueil, il en prend un peu. Ils ont dû se dire, mais c'est quoi là, ce petit métis, c'est un petit trafiquant, c'est vous voyez ce que... Non, pas du tout, c'est juste l'un des meilleurs combattants au monde. Attends, mais tape sur Internet, tu vois. Regarde mon nom, tu lui montres les articles. Aux États-Unis, je signe des autographes, tu vois, je veux dire, regarde le MMA, regarde ce que c'est, renseigne-toi. En vrai, tu vois. C'est du cash que tu gagnes parce que non. T'es payé en virement. Non, je suis payé en virement, je suis taxé. Ça pourrait être encore plus louche d'arriver à la banque. Ah ouais. Non, même pas. J'ai un contrat. T'as un contrat de Le travail. jour où on m'a demandé de justifier, etc., j'ai donné le contrat de 40 pages en anglais, j'ai dit débrouillez-vous avec, quoi. C'était ma petite vengeance. Ils te prêtaient pas, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas. Non, j'avais une situation précaire. Le mot que j'ai utilisé, il est réel. J'avais une situation pour précaire. Eux. Ouais. T'as pas de CDI, t'es en situation précaire. C'est comme ça. C'est vraiment. C'est binaire, c'est binaire. Ouais, c'est-à-dire que les rentrées d'argent, elles sont pas visibles. Je peux pas me prononcer et dire oui, je vais avoir un combat, tant de combats par an. J'ai pas de CDI. Bon, situation précaire, on sait pas où ça va, ça. Nous, on veut pas. Tu vois. C'est après, vraiment après que c'est venu, parce que légalisation déjà du MMA. Cyril Gane, ceinture intérimaire mondiale, ça fait beaucoup plus de bruit. Les médias, on commence machin. à m'accueillir comme une célébrité en quelque sorte. Donc là, on commence à détourner un peu les règles de leur système bancaire. De dire, c'est pas grave, monsieur, on va vous prêter. On peut prêter à ce monsieur, il a une notoriété, on sait qu'il a pérennisé une certaine image, et on sait que voilà, dans les années qui vont suivre, ça va aller, quoi. Ah, c'est marrant. Pour revenir sur ta carrière en MMA, on est en 2022, invaincu en MMA à l'époque, 7 combats à l'UFC pour cette victoire, si je dis pas de bêtises aussi. Et quand tu vas combattre contre Francis Ngannou pour le titre de champion du monde, donc poids lourd UFC à l'époque, donc à l'époque, les bookmakers te donnent favori sur le combat, pour donner les chiffres exacts, tu domines premier, deuxième round, et tu vas finalement perdre par décision unanime. Ngannou reprend le 3, 4 et 5e round. C'est ça. À l'époque, tu vas avoir une vague sur les réseaux, tu vas avoir les gens qui changent d'un coup. C'est net, t'en parlais, ou comment ça se passe? Là, on était sur un combat, comme je t'ai dit, qui était très équilibré. Donc le 1 et le 2, c'est à moi. Le 3 et le 4, c'est pour lui. Le 5, j'aurais même presque tendance à dire qu'il était plus pour moi au final, quand tu regardes bien à froid. Mais ça, c'est un autre débat. Et donc je perds, mais sur un combat extrêmement serré. Donc, personnellement, je me dis, bon, c'est un mec, normalement, il fait 30 secondes avec les gars dans la cage. Tu vois ce que je veux dire? Sur ses, je sais plus combien de derniers combats, il avait cumulé en total 40 ans, 1 minute 30, je sais plus c'est quoi les stats. Genre, il avait pas passé plus de 5 minutes sur ses 8 derniers combats, tellement il finissait les gars. C'était un phénomène, tu vois. Et moi, j'avais quand même bien géré, tu vois, le petit gars qui arrivait avait quand même plutôt bien géré. Donc, personnellement, ça allait. Tu avais des détracteurs qui avaient leur mot à dire aussi. Mais c'était pas bruyant. Non, ça a vraiment été bruyant. John Jones, face à John Jones, exactement. T'as eu une victoire entre deux, je crois, 8 mois plus tard. Oui, il y a eu quand même une victoire. Oui. En 2023, John Jones. C'est ça, John Jones. Et là, pour le coup... Qui est numéro 1, champion actuel. Pour rappel, moi j'ai toujours soutenu Cyril Gane et j'ai toujours dit... Enfin, pensé, j'aurais pu me tromper. Je me suis dit, bon, Cyril Gane, au vu de sa carrière, il a fait une très belle carrière, on l'a vu combattre, etc. On a vu comment il pensait, etc. Mais contre John Jones, moi je l'ai senti absent. En fait, il a dû être... émergé par les émotions, fait qu'il affronte le meilleur combattant au monde, considéré comme le meilleur combattant au monde, etc. Ça fait très peu de temps qu'il est dans les sports de combat, machin. Et ben là, c'est ce qu'il va expliquer. Il va expliquer qu'il était absent le jour du combat. Et on peut tous avoir des absences, les amis. Vous voyez? Voilà, je ne comprends pas ceux qui jugent toute la carrière de Cyril Gane sur la défaite de John Jones. Pour dire, ouais, il est surcoté, il est tout naze, etc. Non, les amis, non. Oui, toujours. Il a toujours, toute sa vie, c'était le plus jeune champion de l'histoire du MMA et de l'UFC. Et ce qu'aujourd'hui, c'est lui qui bat tous les records. Donc malgré ça, il m'a quand même fait beaucoup de peine ce combat-là. Parce que sportivement, je suis un compétiteur. Et perdre au bout de, je crois, on n'a même pas été à la 3e minute. Tu te dis, sachant que ça m'est jamais arrivé, tu vois. Donc déjà, c'est quelque chose de nouveau, déjà. Et tu sens une différence quand tu combats avec lui, vraiment, tu te dis, ok, le gars est très fort direct. J'ai senti une très grosse différence, pour parler MMA, j'ai senti une très grande différence sur mon état dans la cage. J'étais absent. Je ne saurais pas l'expliquer pourquoi exactement. Donc après, tu vois pas des psys, mais des coachs, des préparateurs mentaux, etc. J'ai pas mal posé la question de cette sensation, de savoir, de déceler, parce que super bien. Donc face à John Jones, le jeudi, on a la presse conférence. Le vendredi, on a la pesée.
Et le samedi, on a le combat. Donc, pendant ces 3 jours-là, tout allait bien. Juste au moment où on est dans la cage, j'ai eu un moment où, vraiment d'absence. Un moment de flottement. Et qui est réel, parce que quand j'ai regardé le combat, je me suis vu faire de la boxe debout, pied-point, et je me suis pas reconnu, quoi. Donc, j'étais vraiment absent. Mais voilà, cette défaite-là m'a vraiment profondément touché en tant que sportif. Et après, ce qui a suivi sur le réseau, au final, aujourd'hui, je le vis bien, tu vois, c'est pas un problème. Mais il y a eu cet effet buzz un peu, tu vois. L'effet un peu buzz où les gens qui n'ont rien à voir avec le MMA parlaient quand même de ça, quoi. Genre les mecs ont l'habitude de faire des trucs sur, je sais pas, faire de l'humour sur des trucs, etc. Mais là, c'était le sujet pour tout le monde, en fait. Ah putain. Ah, c'était le sujet pour tout le monde. Ça doit être vexant après. Parce que déjà, t'es C'est pas pas bien. vexant, c'est pas vexant, c'est juste... Non, c'était juste polluant. C'était pas vexant. Tu parles de ce que tu veux, t'es libre de parler de ce que tu veux, Non, de mais c'est pas juger libre ou pas, mais de ce que tu veux, C'est etc. énervant, tu t'as déjà perdu la veille, tu te dis putain, ça va faire des vannes pendant 15 jours. Ouais, mais je te dis, c'était polluant. Voilà, c'était polluant plus trop qu'autre chose, j'avais besoin de respirer. Donc j'avais désactivé Instagram Ah oui, carrément. pendant quelques jours. Bah, j'ouvrais, je te dis vraiment, les jours qu'on suivit, j'ouvrais et Il a dû vraiment, se je faire voyais des gens terminer. rien à voir qui parlaient de moi, de ma prestation, du bad buzz et tout, parce que jamais ils avaient parlé des MMA avant, tu vois. Donc c'était plus ce côté-là. Mais, et puis ça m'a construit, encore une fois, quand on disait tout à l'heure, en début d'émission, Les moments durs, difficiles te construisent et te rendent plus fort. Et ça, c'est pas juste une phrase, c'est la réalité. Et aujourd'hui, je me considère encore plus fort, humainement et en tant que combattant. Voilà. Ah ouais, comment on tourne, ça fait 6 mois que t'as pas combattu, je crois. Ça fait À peu près. 6 mois, à peu près. T'as hâte d'être au prochain combat ou au contraire, ça te fait du bien de faire des pauses maintenant entre chaque- Non, moi j'aimerais bien faire 2 combats l'année. Pour moi, c'est un très bon rythme, 2 combats l'année. Donc c'est tous les 6 mois. Là, malheureusement, au mois de décembre, j'ai combattu avec un pied cassé. Et donc il y a un temps de convalescence qui fait que j'ai repris les entraînements. Les vrais entraînements, je les ai repris début mars. Donc mars, avril, mai, tu vois, ça fait 3 mois qu'on a repris de manière intense les entraînements. Contre qui tu rêverais de faire un dernier combat un jour? Non, j'ai jamais eu. Moi, c'est plutôt le Graal, dire que je suis l'homme le plus fort de la planète. C'est ce statut-là qui m'intéresse. C'est pas. Pourquoi vous rigolez? C'est parce que c'est marrant comme phrase. C'est pas commun. C'est pas commun. C'est pas commun. Mais c'est une belle manière de dire que. Ouais, notre t'as envie sport, d'être le. Oh bah c'est pas près d'arriver, même s'il devient champion de l'UFC, les gars. Imaginons là, il tape Thomas Spinal, il tape John Jones, et il devient le champion de l'UFC. On pourra pas considérer comme le meilleur combattant au monde. Pour ça, il faudrait qu'il affronte Francis Ngannou, contre qui il a déjà perdu. Et là, s'il tape Francis Ngannou, vas-y, y a pas de problème. T'es considéré comme le meilleur combattant au monde, d'accord. Mais voilà, ça risque d'être très très compliqué, les gars. sport très complet et que pour faire partie des meilleurs, il faut vraiment maîtriser tous les arts martiaux. Il faut être archi complet et que la vérité, il y a des millions de combattants de MMA dans ma catégorie et je suis dans le top 3, tu vois ce que je veux dire. C'est pas rien. Et demain, si j'ai le Graal du mec qui a la Des millions de poids lourds, je sais pas. En MMA, des millions de poids lourds, je sais pas. ceinture incontestée, bah, sur l'instant T, t'es le mec, the baddest man in the planet, tu vois, c'est réel, c'est vrai. Ouais, c'est ce qu'il faut avoir un but, un truc qui te fait rêver. Comme avec l'UFC, c'est le top du top, et que voilà, tu vois, donc ouais, moi c'est ça qui m'attire. Qui? J'ai jamais eu une attirance ou un réel appétit envers une personne. Oui, t'as pas une target. Non. Jamais. T'as dit dans une interview, tu me proposes un autre métier où je suis peinard avec les mêmes sous, je le Écoutez. fais sans hésitation. Ouais. La vérité, c'est que ouais. Parce que au bout d'un moment, ça devient un métier. Ah, mais déjà, au bout d'un Tu gagnes moment, très c'est bien un ta vie métier. aujourd'hui. Tu parlais du début, mais après, quand tu arrives comme. Ouais, il fait pas ça par vocation, c'est comme ça qu'on dit, par amour du sport, par amour de l'adversité, parce qu'il aime se taper. Non, de toute façon, il l'a dit plus tôt dans l'interview, il aime pas, c'est pas quelqu'un qui a toujours aimé se battre, etc. Mais il fait ça. En gros, ce qu'on comprend, c'est pour l'argent. De toute façon, il va le dire. Si il avait le choix de continuer à combattre pour 500 000 $ par mois ou d'avoir un autre métier qui lui rapporte autant d'argent, bah, il choisirait l'autre métier. Sans savoir ce que c'est, il choisirait l'autre métier. Donc on voit qu'il fait pas ça par amour du sport, mais il fait ça pour l'argent en fait. Contrairement à beaucoup d'autres qui sont multimillionnaires aujourd'hui, qui gagnent beaucoup plus d'argent que lui, et que ça fait 15 ans qu'ils combattent et ils continuent à combattre. L'argent, ça doit jouer aussi, ça doit être un facteur, mais je pense que c'est pas ça la chose principale. Ils ont tellement d'argent que on prend Islam Makhachev par exemple, ou John Jones. John Jones, je sais pas comment on peut le considérer parce qu'il a demandé beaucoup d'argent contre Thomas Spinal, donc John Jones c'est un petit peu différent, je ne sais pas en fait. Voilà. Et on va prendre le cas d'Islam Makhachev. Le cas d'Alex Pereira, s'il continue à combattre, voilà.
le cas de Dustin Poirier, le cas de... Je sais pas, il y a plein de combattants comme ça, les gars. Là, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais il y en a plein. Voilà. Cyril Gane, c'est un petit peu différent. Comme tu as la chance de l'être, parce que tu as bossé. c'est ça. Quand tu es dans le top 3, tu gagnes très bien ta vie. C'est ça. Je crois que c'est officiel, les chiffres. C'est 500 000 par combat, je Des crois. fois, ils exagèrent sur des trucs, mais voilà, c'est à peu près ça, voilà, plus ou moins. Beaucoup mieux qu'au début, quoi. Beaucoup mieux qu'au début, mon début de carrière. C'est le haut de la pyramide. Donc C'est le haut de la pyramide, donc techniquement, ouais, ça va. donc c'est vrai. Et tu pourrais faire un autre métier. Est-ce que ça pourrait être le cinéma? Comme là, t'as ton Quand j'avais sorti cette phrase-là, c'était même pas par rapport au cinéma, hein, c'était vraiment juste pour dire que c'est un sport dur, en fait. Hein. C'est vraiment pour mettre l'accent sur ça, que les gens captent pas bien. À quel point c'est dur À quel point c'est dur. de rentrer dans une cage. Déjà, il y a tout cet aspect-là. Psychologiquement, c'est dur. Psychologiquement. En plus de physique, après, évidemment. Je crois le plus dur, les amis, c'est les prépas physiques, etc. Ça, oh là là, ça faut pas être un flemmard en fait pour. C'est ça pour moi le plus dur, je pense. C'est pas le jour du combat, voilà. Le jour du combat, c'est la pression. Voilà, c'est la pression, le fait de perdre surtout pour certains. Mais c'est l'avant-combat le plus dur. Se préparer pendant 3-4 mois, faire des prépas de ouf, extrêmement physiques, se lever le matin tôt, aller se coucher tôt, voilà, avoir un rythme de vie très carré. Ah, c'est très très compliqué, les amis. Il y en a beaucoup, hein, je pense, qui font pas carrière, en partie par rapport à ça aussi, les gars. Parce que faut être, comment dire, faut être à 100% dans le sport. Si t'as 80%, ça va marcher un certain temps. Mais à un moment donné, tu vas atteindre un niveau où, voilà, faudra que tu sois à 200%. Si tu dors mal, bah, ce sera pas bon pour ta récupération, pour tes blessures. Si tu manges mal, bah, tu feras pas le poids, machin. Il y a plein... C'est très compliqué, les amis, et c'est pour ça qu'il dit que c'est très dur, les gens, ils s'en rendent pas compte. Et ça, je suis d'accord avec lui. Évidemment. Mais déjà avant, enfin, c'est du stress entre, Pendant c'est violent. et après. Ouais. C'est quelque chose qui... Déjà, tu te prépares au combat. Moi, mon début d'expérience, je me prépare au combat, j'étais motivé sur le fait d'être une machine de guerre, d'être, tu vois, je veux dire, d'être mentalement préparé au top, chien de la casse, tu vois, c'était en boxe taille. Et puis après, j'arrive dans le vestiaire, et puis j'entends la soirée qui commence, les combats qui défilent, et je suis dans le vestiaire. Et la fin de soirée arrive, ça va être moi, tu vois, parce que les poids lourds se sont à la fin. Et je me pose la question, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais, ça doit être dur. En fait, à quel moment Ça arrive à plein de personnes, les gars. Juste avant de combattre, ils se disent, mais qu'est-ce que je fous là? quand est-ce que c'est le meilleur moment de Qu'est-ce une que je carrière? fous là? Est-ce que c'est prépa, pendant le combat, après, c'est quand? Bah, quand il y a la victoire. Ouais. C'est ta récompense. Et encore, moi, surtout en début de carrière, t'es pas encore efficient au max. Tu vois, tout ce que tu fais à l'entraînement, t'arrives pas encore bien à tout reproduire en combat, etc. Donc en fait, tu gagnes, mais tu dis j'aurais pu faire mieux, ça te saoule et tout. Puis tu repars à l'entraînement, puis tu refais un combat plus tard, puis ainsi de suite. C'est toujours comme ça. Moi, je suis un éternel insatisfait, tu vois. J'ai toujours été comme ça. Tu me verras jamais, tu m'as jamais vu sauter de joie après un combat. J'en parlais la dernière fois. Et c'est pas que c'est dommage, mais il faut pas attendre d'avoir la... Les amis, il reste pas mal d'interviews. J'ai dû regarder 15 minutes d'interview. Donc pour ceux qui veulent aller la voir, je vous mets le lien en description. Elle dure plus d'1h30, d'accord? Sur les gens. Comme je l'ai dit, de toute façon, je vous mets le lien en description. Bref, n'oubliez pas de lâcher un petit like pour soutenir. C'est gratuit. Pour ceux qui veulent faire un petit abonnement, je crois que c'est 2 € ou 3 € l'abonnement. Pour ceux qui veulent me soutenir, les amis, un petit sub. Voilà. N'hésitez pas, les gars. Il y a le lien aussi en description. Moi, ça m'aide. Et ça vous coûte pas trop. Voilà, c'est une canette, un croissant pour ceux qui veulent soutenir. Il y en a qui le font. Moi, j'en parle très peu. Donc là, je vous en parle. Abonnez-vous, activez la cloche. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao, les gars.